Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Tout d'abord, excellente année 2025, j'espère qu'elle vous apportera tout ce que vous souhaitez, le bonheur, la santé, l'argent, l'amour, etc. Et justement, aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler de cette année 2025, de mes projets, de mes objectifs. 2025, c'est une année charnière pour moi puisque ça va être l'année de mes 25 ans, mon quart de siècle. Et on va aussi en profiter pour faire le bilan de 2024, étant donné que 2024 a été une année... comment la décrire? C'est a été une année très riche, riche en émotions, riche en rencontres, riche en aventures, dans le positif comme dans le négatif, et on va en parler. Avant toute chose, je n'ai pas écrit de script pour cette vidéo, j'ai écrit voilà, mes objectifs, mais je n'ai pas scripté la vidéo, donc je vais parler librement. Il est possible que j'ai des tics de langage, il est possible que parfois ce soit un peu décousu, donc ne m'en voulez pas, le but c'est d'être naturel, je n'ai rien écrit. Premièrement, je pense qu'il faut faire le bilan de cette année 2024. On va commencer par l'aspect professionnel, étant donné que ça a été ma première année de, on va dire, salariat à temps complet. Je travaille depuis l'âge de 19 ans, pendant quasiment toutes mes études, j'ai travaillé, j'ai fait des jobs étudiants, j'ai fait des saisons l'été, mais j'ai signé mon premier CDI en 35 heures en 2023, enfin fin 2023, en septembre 2023, donc 2024, du 1er janvier 2024 à aujourd'hui, 31 décembre 2024, j'ai été salariée. J'ai quitté définitivement le monde des études. Définitivement, c'est relatif étant donné que je suis professeure. On quitte jamais vraiment le monde des études, mais j'ai quitté la fac, les bancs de la fac. Ça a été... J'ai pas eu peur. Déjà, j'ai eu la chance de trouver un job immédiatement après la fin de mon stage. Enfin, j'ai fait un stage pour valider mon M2 et j'ai été engagée dans l'entreprise où j'ai fait mon stage. Que demander de plus? Je sais que beaucoup de jeunes de mon âge, la génération 99-2000, a beaucoup galéré pour trouver leur premier CDI. Certains galèrent encore. D'ailleurs, je vous envoie tout mon soutien et toute ma force. On vit une période économiquement parlant qui n'est pas facile pour les jeunes diplômés. Donc bon courage à vous. Donc, première année où j'ai été indépendante sur le plan financier. Écoutez, ça s'est très bien passé, étant donné que je vis seule depuis mes 17 ans. Donc ça faisait déjà 7 ans que je vivais seule, je savais gérer un budget. Donc ça n'a pas vraiment posé de problème, sauf que là, l'argent qui tombait tous les mois, c'était une somme plus conséquente, hein, parce que forcément j'avais pas le même budget ni le même salaire quand j'étais étudiante. Mais j'ai su parfaitement gérer au point que j'ai pu constituer une jolie épargne. Cette année 2024, j'ai épargné 2700 €. Je suis très contente. Je vais vous dire mon salaire, parce que ça sert à rien de dire combien on a épargné si on dit pas son salaire. Si j'avais épargné 2700 € en gagnant 4000 € par mois, ça aurait pas été extraordinaire. Mais j'ai commencé en étant à peine au-dessus du SMIC. J'étais payée... en 1440 € par mois environ. Donc en gagnant 1440 € par mois, en vivant en Île-de-France en couple, j'ai pu épargner environ 200 € chaque mois. J'en suis très contente. Et ça fera partie donc de mes objectifs financiers dont je vais parler un peu plus tard dans la vidéo pour 2025 aussi. Et pour le travail, donc je fais toujours le même travail que j'ai commencé en 2024 et je fais toujours le même travail. Et j'aime ce travail, je m'y plais. Donc mon poste exact, c'est professeur de japonais et également coordinatrice pédagogique. Je suis en temps plein à l'école, c'est rare les profs à temps plein, puisque je ne fais pas que de l'enseignement. Je gère aussi la pédagogie de l'école, donc les programmes, les emplois du temps, les relations avec les professeurs, et également tout ce qui va être communication de l'école. Je suis extrêmement polyvalente, hein. On est une toute petite école, donc de toute façon on ne peut pas avoir quelqu'un juste pour gérer les mails, quelqu'un juste pour gérer les plannings, quelqu'un juste pour gérer les RH. Je fais un peu tout et ça me plaît énormément. C'est un job aussi qui me permet de voyager. J'ai pu aller au Japon, j'ai pu retourner au Japon à l'été 2024. J'ai passé 1 mois et demi à Tokyo, puisque l'école où je travaille, on organise des séjours linguistiques pour adolescents en juillet et pour adultes en août. Ça a été une expérience extraordinaire, j'ai beaucoup aimé ça. J'étais très 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 angoissée au début puisque je devais m'occuper de jeunes, d'adolescents. C'est quand même une grande responsabilité.
Mais ça s'est super bien passé. Moi, j'ai fait beaucoup de colonies de vacances quand j'étais ado, donc on va dire que j'ai la fibre pour ça. Pas tant d'écart d'âge entre ces jeunes et moi. Ils avaient entre 13 et 18 ans, j'en ai 24. Ils étaient d'ailleurs surpris que j'ai les mêmes références qu'eux, hein, parce que oui, j'ai TikTok, je traîne beaucoup sur TikTok, je traîne beaucoup sur Twitter, donc j'ai les mêmes références que des gamins de 16 ans, ou plutôt des gamins de 16 ans ont les mêmes références que moi. Parce que parfois, c'était le sens inverse, hein. Parfois c'était des vieilles références genre Vine, hein, parce que Vine c'est mon époque, c'est pas la leur. Et des fois des références plus récentes, donc ça s'est super bien passé avec les adultes également. Et j'ai le plaisir de vous annoncer que je vais donc y retourner cet été pour les séjours d'été 2025. Ensuite, côté relationnel, côté familial, une année compliquée, côté familial étant donné que mon père est malade, mon père a un cancer, et disons que son état ne s'est pas franchement amélioré sur cette année 2024. Donc c'est, émotionnellement parlant, c'est très dur à gérer, j'en parle très peu. Ça a été émotionnellement parlant très difficile à gérer, ça l'est toujours, hein, puisque malheureusement il est toujours malade. Ça m'a fait réaliser plein de choses sur la complexité des relations humaines, sur la difficulté de la maladie, et plus personnellement, ça fait prendre conscience de plein de choses, de l'importance des choses. En fait, donc mon père vit dans les Alpes et moi je vis à Paris. Donc je reviens régulièrement ici. Là d'ailleurs pour les fêtes, je suis chez mon père. Je reviens régulièrement ici. Je me mets régulièrement en télétravail. J'ai aussi la chance d'avoir un travail qui permet ça. Je me mets régulièrement en télétravail pour venir m'occuper de mon père, parce que je préfère que ce soit moi qui m'en occupe plutôt que il soit dans un hôpital. Et on se relaie avec la famille pour s'occuper de lui. Moi, ça me semble évident. Sur le plan professionnel, pour l'instant, ça ne me pénalise pas. Et même si ça devait me pénaliser, très honnêtement, j'en ai rien à foutre. Ça, j'en ai déjà discuté avec des gens de ma famille qui s'inquiètent un peu, qui disent oui, mais tu pars quand même souvent du travail, etc. Est-ce que ça va pas te poser de problème? Déjà, j'ai la chance d'avoir un patron qui est très compréhensif par rapport à ça. Et puis même, en fait, si ça posait problème, moi, je m'en fiche. Si demain, je dois quitter mon travail pour m'occuper de mon père à temps plein, je le ferai. Voilà, donc côté familial, un peu difficile forcément par rapport à ça. Ça me rend triste, mais mon père est quelqu'un que j'admire énormément. C'est quelqu'un qui a énormément de force, qui a toujours le sourire, qui a le moral à 100%, qui est positif, et ça fait du bien. Je l'ai déjà dit, mais que bien sûr, quand on est malade, on a le droit d'aller mal, on a le droit de ne pas être de bonne humeur, on a le droit d'avoir le moral à zéro. Et je lui ai dit qu'il avait le droit d'être comme ça, mais lui, il est extrêmement positif, il est très fort, et il se bat, et il suit ses traitements, et on est là pour lui, je suis là pour lui, il est aussi là pour nous à sa façon. Donc voilà. Et malheureusement, pour moi, c'est la première fois que je suis confrontée à ça. Enfin, j'ai ma marraine qui est décédée d'un cancer quand j'avais 15 ans. Ça a été extrêmement difficile. C'est encore un sujet sensible pour moi. Et bon, là, mon père qui est malade, forcément. Mais je sais que malheureusement, ce sera probablement pas la dernière fois de ma vie que je vais connaître ça. Et donc, je vais dire un message très bateau, très bancal, très banal, mais profitez de vos proches, profitez de la santé de vos proches surtout. C'est super important parce que quand on la perd, parfois c'est irréversible. Et même quand on la perd que momentanément, on perd une innocence, on perd quelque chose qu'on ne retrouvera jamais. L'image aussi qu'on a du cancer, qu'on a des maladies, des affections longue durée, comme on les appelle en médecine, c'est une image très américaine, très des films, où on voit juste les séances de chimio, mais on voit pas le après. Et en fait, la chimio, dans un cancer, mais c'est même pas 5% du truc, quoi. La chimio, ça dépend des cycles que vous faites, mais c'est une fois toutes les 2 semaines, ou toutes les 3 semaines, ou tous les mois. Donc ça va être une demi-journée dans tout le mois.
mais il va y avoir les 30 autres jours du mois qu'il faut gérer avec la maladie et c'est pas forcément simple. Donc voilà, une grosse épreuve de 2024 qui continue, mais voilà, je reste positive, moi, mon père reste positif aussi, et j'espère que ça va s'améliorer. Côté personnel, toujours familial, je me suis installée avec mon compagnon en septembre 2023, donc en 2024, nous avons passé une année complète à vivre sous le même toit. Nous avons même déménagé. On a déménagé en mars et on est super heureux, ça se passe super bien. On a enfin fini d'aménager notre appartement parce que bon, il s'est fracturé le bras quand on a déménagé, donc il y a pas mal de choses qu'on n'a pas pu faire sur le moment, puis après on a repoussé quoi. Ça faisait 6 mois qu'on devait s'acheter un bureau, on le faisait pas, et puis un jour j'ai pété les plombs et j'ai dit on va à Ikea la semaine prochaine. On est allé à Ikea, maintenant on a un bureau. On a enfin tous nos meubles, après presque un an. Donc je suis très contente et ça se passe extrêmement bien. Sinon quoi d'autre? En 2024, j'ai obtenu mon financement pour mon permis de conduire par la région, donc j'ai commencé à apprendre à conduire. J'ai eu mon code, donc j'ai eu mon code en juillet 2024, juste avant de partir au Japon, et j'ai commencé la conduite donc en septembre. J'ai fait 30 heures, là ça y est, j'ai fait 30 heures de conduite. J'ai fini ma formation, maintenant je vais prendre des heures en plus pour faire des examens blancs, et j'espère pouvoir passer le permis donc au printemps. Le problème maintenant, ça va être d'avoir une date, étant donné que là où je vis, il y a très peu, bon c'est un peu partout en France, mais je sais que le département où je vis est particulièrement touché par le manque d'examinateurs. Donc, je ne sais pas quand je pourrai passer le permis, je peux juste vous dire que j'ai hâte, parce que, là, quand justement, maintenant encore plus avec la maladie de mon père, et le fait qu'il soit dans les Alpes, il n'y a pas le métro dans les Alpes, donc il faut conduire. Et moi, je ne peux toujours pas conduire. J'ai hâte d'avoir le permis, ça soulagera beaucoup mon père. Et moi aussi, ça va me soulager, parce que bien que j'habite en Île-de-France, je ne vis pas dans Paris intramuros. Donc il y a pas mal d'endroits qui me sont difficilement accessibles sans voiture. En 2024, qu'est-ce qui s'est passé aussi? Eh bien, on va parler japonais, on va parler examen. J'ai obtenu 2 examens de japonais. Tout d'abord, j'ai obtenu mon JLPT N1. Alléluia. Pour ceux qui sont pas au courant, j'ai passé 4 fois le JLPT N1. J'ai échoué donc 3 fois et au bout de la 4e fois, j'ai réussi. J'étais extrêmement fière. Donc ça a été une des premières nouvelles de 2024, étant donné que j'ai passé l'examen en décembre et j'ai eu les résultats fin janvier 2024. J'ai commencé l'année sur les chapeaux de roue. Et quand j'ai fini le JLPT N4, je me suis dit... quand j'ai obtenu enfin le JLPT N1, je me suis dit... plus d'examen de JLPT. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Le Kanken. Le Kanken, mesdames et messieurs. Le Kanken, donc de son nom complet Kanji Kente, c'est un examen de kanji que peuvent passer les Japonais. C'est un examen destiné aux Japonais, déjà, hein, pas aux étrangers, contrairement au JLPT. Donc c'est l'examen officiel de kanji. Donc vous avez 12 niveaux, du niveau 10 au niveau 1, avec 2 niveaux intermédiaires entre le 2 et le 1, c'est pour ça qu'il y en a 12 et pas 10, et qui suivent en fait le programme scolaire des kanji. Donc c'est un examen focus uniquement sur les kanji, il n'y a rien d'autre, et on peut le passer en France, dans plusieurs grandes villes de France, et je me suis donc décidée à le passer, puisque j'adore les kanji, j'adore le japonais, et je suis quelqu'un qui adore comment on dit déjà, academic validation, donc j'aime les examens, j'ai toujours aimé l'école, j'aime la reconnaissance académique, c'est ça, j'aime avoir des diplômes. Donc je me suis dit que j'allais passer le Kanken, et que de toute façon c'était un très bon moyen d'entretenir mon japonais, d'entretenir mes kanji surtout, puisque le problème c'est que depuis que je ne suis plus à la fac, je n'écris plus de kanji. À la fac, quand on apprend les kanji, on a des examens écrits toutes les semaines, mais aujourd'hui, dans mon travail, j'utilise le japonais tous les jours, mais j'écris des mails. Donc j'écris, je tape sur un clavier, donc je n'écris plus les kanji. Donc, bien que je sois capable de lire entre 1800 et 1900 kanji, en écrire 2 têtes comme ça, je pense qu'on peut déjà diviser par 2. Hein.
Donc c'est pour ça que j'ai commencé par le niveau 6, qui correspond au niveau au Japon Shōgakko Gonensei, donc 5e année d'école primaire, donc CM2. Et il y avait donc à apprendre 835 kanji. Et quand je dis 835 kanji à connaître, c'est connaître sur le bout des doigts, par cœur. Faut pouvoir les écrire les yeux fermés, il faut connaître exactement l'ordre des traits, toutes les lectures, etc. Et tout le mot de vocabulaire associé. C'est ça aussi qui est difficile, c'est que du coup les Japonais n'apprennent pas le même vocabulaire que nous, les étrangers. Forcément, eux, ils vont apprendre des mots dont nous, en tant qu'étrangers, on ne s'en servira pas, puisque vu que c'est le programme scolaire, ils apprennent des mots en lien avec le programme scolaire, donc on va voir passer tous les termes d'anatomie, puisque eux, ils ont les cours d'SVT. Donc même si c'était du niveau CM2, il y a parfois des mots où je me disais, ouf, c'est difficile. Et donc je l'ai passé et je l'ai eu. Je l'ai passé en juin et j'ai eu les résultats début octobre. J'étais très contente et je me suis dit donc que pour 2025, j'allais passer donc le niveau 5, le niveau au-dessus qui correspond à la 6e année d'école primaire, puisque au Japon, l'école primaire est en 6 ans. Donc ce serait l'équivalent de la 6e pour nous. Et pour le niveau 5, il faut connaître 1026 kanji. Donc je me suis équipée, j'ai profité de mon séjour au Japon pour m'acheter des manuels de Kanken Goku. Et donc normalement je vais passer l'examen en juin. Voilà pour le bilan de mon année 2024. Comme je l'ai dit au début, ça a donc été une année riche. Je pense que riche c'est le mot, puisque riche c'est un terme neutre. Bien qu'on l'utilise souvent de manière positive, ça reste un terme neutre malgré tout. Riche en nouvelles expériences, riche en rencontres, en amitié, en amour, en famille. Merci à tous ceux qui ont participé à mon année 2024. Je vous aime, merci du fond du cœur et j'espère que vous serez avec moi pour 2025. 2025, parlons-en. C'est donc l'année de mes 25 ans. Je vais avoir 25 ans le 7 janvier 2025. Notez bien la date. Et j'ai pas mal d'objectifs. Déjà, on va reprendre sur l'aspect financier. Cette année, j'ai épargné environ 2700 €. J'aimerais épargner cette année 3000 €, soit 250 € par mois. Sachant que mon objectif d'épargne en 2024, c'était 200 € par mois, donc 2400 €. J'ai atteint cet objectif, je l'ai même dépassé. Donc là, 3000 € minimum, 250 € par mois et un petit peu plus si possible. C'est vraiment important pour moi de me constituer une épargne et ça devrait aussi être important pour vous. Je vais parler très vite fait éducation financière. Je sais qu'on n'a pas tous la chance de naître dans un foyer où on a été éduqué financièrement parlant. Moi, j'ai mon père qui m'a pas mal éduqué sur ce sujet-là, donc j'ai eu un livret A dès que j'ai pu, je savais qu'il fallait que je mette tant sur mon livret A pour avoir tant d'intérêt à la fin de l'année, je sais à quelle période du mois je peux retirer mon argent sur mon livret A ou pas, mais je sais que c'est pas le cas de plein de personnes, mais je vous en conjure, renseignez-vous. Vous avez plein de vidéos YouTube explicatives sur les différents livrets d'épargne que vous pouvez avoir. Livret A, LEP, livret jeune si vous êtes encore éligible, LDD. Et même après plus loin si vous remplissez déjà tous ces livrets-là pour investir éventuellement en bourse. Mais ça c'est encore autre chose. Mais vraiment, le livret d'épargne, c'est un outil qui vous permet de gagner de l'argent puisque vous touchez des intérêts le 31 décembre de chaque année. Et ça peut faire quand même une jolie somme en plus à la fin de l'année, sachant que le taux d'intérêt suit l'inflation. Donc là, cette année, il était assez haut, il va sûrement baisser là en février, mais c'est un réflexe à prendre. N'ayez jamais tout votre argent sur votre compte courant. Ça, c'est la plus grande erreur de débutant. Donc, renseignez-vous, prenez le temps de vous renseigner et peut-être que pour vous, justement, 2025 sera l'occasion d'ouvrir un compte épargne, de commencer à mettre de côté pour l'avenir, pour un futur achat immobilier ou même pour un voyage, que sais-je. Mais si vous avez les moyens de mettre de côté, mettez de côté. Je peux me permettre d'épargner, j'ai un petit salaire, parce que là actuellement, je vais être très transparente avec vous, moi je n'ai aucun problème à dire mon salaire. Je gagne 1550 € par mois, ça c'est mon salaire de prof, et je fais aussi parfois quelques extras quand je donne des cours en ligne ou pas, ça me fait quelques sous en plus, mais voilà, je n'ai vraiment pas un salaire de ministre, j'arrive à épargner.
Je dis pas ça pour vous culpabiliser, hein. Si vous n'arrivez pas à épargner avec mon salaire, c'est pas grave. Chacun a ses charges, chacun a ses obligations. Mais pour vous dire que même si c'est une petite épargne, même si vous mettez genre, je sais pas, 20 € par mois de côté, c'est quand même important. Et surtout, ça vous donne une habitude. Voilà. Pour l'aspect financier, donc j'espère pouvoir cette fois-ci épargner 3 000 €. Deuxième objectif, bien évidemment, c'est d'obtenir mon permis de conduire, si possible du premier coup. Au-delà du fait que je tolère très mal l'échec, c'est surtout par rapport aux dates. Déjà avoir une première date c'est compliqué, mais alors avoir une deuxième date. Et j'ai peur que si je le loupe une fois, je puisse même pas le repasser. Enfin si, je pense que si je le loupe une fois, je pourrais le repasser peut-être l'été ou l'automne, mais voilà, le plus tôt sera le mieux, déjà par rapport à ce que je vous ai dit pour les Alpes, me déplacer, et parce que j'ai envie d'en finir. Donc voilà, avoir mon permis, s'il vous plaît. Ça, c'est un objectif qui n'est pas quantifiable, bien que je pourrais faire en soi un bilan financier à la fin de l'année, mais j'aimerais consommer moins de manière générale, c'est-à-dire tout ce qui va être vêtements, produits de beauté, et j'aimerais surtout consommer mieux, et notamment acheter plus français, acheter plus de Made in France dès qu'on peut. Typiquement, si je veux m'acheter une paire de chaussettes, j'aimerais déjà les prendre pas du tout en matière synthétique, j'aimerais les prendre en coton, mais si possible une marque française. Une marque française et qui produit en France également, hein, puisque il y a plein de marques françaises qui produisent ailleurs. Donc, acheter, consommer moins et consommer plus français, dans la limite du possible, mais vraiment me responsabiliser par rapport à mes achats et acheter des choses qui durent dans le temps. Parce que là, je vais être honnête avec vous, j'ai fait en septembre, j'avais besoin de m'acheter des nouveaux pantalons. J'ai pris du poids et j'avais plus rien à me mettre, on va dire, surtout en vêtements professionnels. Donc j'ai acheté des pantalons chez Mango et ils sont très beaux, hein, mais je les ai depuis septembre et ils boulochent tous déjà. Alors que je ne les lave pas ultra souvent, je fais attention à les laver, délicat, programme à froid, j'espace les lavages, etc. J'en prends soin. Après, au bout d'un moment, c'est les pantalons, donc ça vit, quoi. Et la qualité est pourrie, quoi. Et j'ai acheté 3 pantalons, j'en ai eu pour 100 balles. Et au final, je sais qu'à la fin de l'année, je vais sûrement m'en débarrasser parce que c'est de la merde. C'est de la merde, il n'y a pas d'autre terme. Donc je veux acheter des pantalons qui sont en coton, en lin, des jeans qui sont pas à 80% de polyester. Je veux vraiment changer mes habitudes de consommation pour ça. J'ai jamais été une grande dépensière concernant les fringues. Je m'achète très peu de fringues, mais c'est vrai que j'ai pris l'habitude d'acheter de la fast fashion. Et j'aimerais corriger ça. Un autre objectif qui est du coup en lien avec ce que j'ai évoqué brièvement, la perte de poids, je veux marcher 10 000 pas par jour en 2024, en 2025. Et pour cela, je vais me procurer incessamment sous peu, ce sera mon cadeau d'anniversaire de mois à mois, un tapis de marche. Étant donné que je fais pas mal de télétravail, donc pour marcher c'est le mieux, sachant que on est d'accord qu'il n'y a rien de mieux que la nature. Alors quand je suis dans les Alpes, je suis totalement d'accord avec vous, quand j'ai envie de marcher, je sors et je profite des paysages. Mais quand on habite en Île-de-France, et pas dans Paris, parce que marcher dans Paris c'est très agréable. Marcher en banlieue, selon où vous êtes en banlieue, c'est pas du tout agréable, c'est pas du tout la même chose. Donc je vais m'acheter un tapis de marche pour déjà quand je fais du télétravail, pour être active à la maison, et pour plus facilement atteindre mon objectif des 10 000 pas par jour. Plutôt que faire du sport, qui est pour moi un objectif bien trop vague, je veux marcher 10 000 pas par jour. Et bien sûr, c'est une moyenne. Donc c'est-à-dire que s'il y a un jour où j'ai fait 15 000 pas, je m'autoriserai à en faire que 5 000 le jour d'après. Il faut pas non plus que ça devienne un truc de control freak. J'ai déjà eu des TCA par le passé, je n'ai vraiment pas envie de retomber là-dedans. Donc l'idée c'est pas non plus d'être accroché à ma montre, d'être en mode oh, je n'ai pas fait 10 000 pas, je n'ai pas fait 10 000 pas. Si j'ai pas fait 10 000 pas dans la journée, c'est pas grave. Donc voilà, c'est un objectif, un de mes objectifs, je veux me bouger et je pense que pour ça, marcher, il n'y a rien de mieux. Quand j'allais à la salle de sport, je faisais beaucoup de marches rapides justement sur tapis, j'adorais ça. Pour le cardio, c'est vraiment ce que j'ai préféré. Ensuite,
Donc, côté études, comme je vous l'ai spoilé un petit peu avant, je veux donc passer le Kanken 5, que je passerai donc en juin. Je compte bien m'y préparer, j'ai 6 mois là pour le faire, et j'espère l'avoir du premier coup. Toujours côté études, ça c'est un objectif on va dire secondaire. Franchement, si je l'atteins pas, c'est pas le bout du monde, mais j'aimerais enfin commencer à apprendre une nouvelle langue. Très probablement le mandarin. Très probablement le mandarin, mais avec les caractères traditionnels. Étant donné que je suis fan de kanji, que les kanji du japonais sont plus proches des caractères traditionnels chinois que des caractères simplifiés. Donc c'est plus simple d'apprendre le chinois traditionnel quand vous avez fait du japonais. Et puisque également, en 2023, je suis allée à Taïwan et j'ai adoré Taïwan et j'ai envie d'y retourner. Et Taïwan, donc c'est chinois traditionnel. Donc, j'ai déjà quelques bouquins que j'avais achetés quand j'étais là-bas. J'ai vraiment envie de m'y mettre, sachant qu'en plus, à mon travail, j'ai une collègue qui est taïwanaise. Donc, je n'ai vraiment pas d'excuses. Pour la pratique, je pourrais pratiquer avec elle, quoi. Donc, faut que je me bouge. J'aimerais mourir polyglotte. Honnêtement, c'est vraiment quelque chose qui me fait rêver. Et je suis déjà trilingue. Et en fait, du coup, il ne me manque qu'une langue pour être polyglotte, puisque, sauf si je me trompe, mais il me semble qu'on parle de polyglottie. On parle d'être polyglotte quand on parle 4 langues ou plus. Ou peut-être qu'on dit juste quadrilingue, mais je n'ai jamais entendu le terme quadrilingue de manière sérieuse. Donc, polyglotte, c'est bien. Pour moi, 4 langues polyglotte, c'est bien. Enfin, un objectif qui vous concerne vous, c'est-à-dire, c'est vous qui allez décider si je réussis cet objectif ou pas. Je veux être régulière sur YouTube. Donc là, c'est ma 2e vidéo depuis que j'ai rouvert ma chaîne. Et ce serait bien d'avoir au moins une vidéo par mois. C'est déjà bien. Plus, ce serait cool. Mais déjà, une par mois, ce serait sympa. On est d'accord. Donc ça ferait 12 vidéos sur l'année 2025. Je vais pas compter celle-là, qu'on se le dise. Et voilà. Je pense que... Enfin, ça me motive vraiment. Déjà, je me suis acheté le matériel pour... j'ai plus l'excuse du matériel. J'ai plus l'excuse du montage parce que j'ai trouvé un logiciel. Enfin, je monte sur CapCut, quoi. Donc c'est gratuit. Et il faut que je me trouve maintenant un prétexte pour investir dans la version pro du logiciel ou peut-être dans un autre logiciel de montage. D'ailleurs, si vous avez des recommandations en logiciel de montage qui n'est pas exorbitant, puisque je ne vais pas investir dans une suite Adobe ou je ne sais quoi, on n'est pas Squeezie, d'accord? Donc un truc simple, puis en plus, la plupart du temps, je vais faire du vlog, quoi. Donc c'est pour cut, intégrer des musiques, des images, qui restent raisonnables. Si vous avez des suggestions, je suis bien évidemment preneuse. Donc voilà pour mes objectifs 2025. Après, il y a le classique, voilà, être en bonne santé, m'occuper de mes proches, entretenir ma relation amoureuse, mes relations amicales. Et voilà, ça me semble correct. Je suis très optimiste pour 2025. J'ai envie parce que 2024 a pas toujours été facile. Mais j'en garde globalement quand même un bon souvenir. Et j'espère que ça va continuer. J'espère que les choses ne vont que s'améliorer. Sur le plan professionnel aussi, j'en ai pas parlé parce que c'est secret, mais on a un gros projet à l'école et qui devrait se concrétiser en 2025, dans lequel j'ai un rôle très important. Donc j'espère que ce projet va se concrétiser. J'espère que je pourrai vous en parler, puisque une fois qu'il sera concrétisé, je vais pouvoir en parler publiquement, et j'espère que ça vous plaira. Donc voilà, j'ai beaucoup d'attentes pour 2025. 2025, vraiment, je compte sur toi, mais surtout, comme d'habitude, il faut compter sur soi-même. On est maître de... Pas maître de son destin, parce que voilà, Bourdieu, conditionnement social, etc. Ça, je suis d'accord. Il n'y a aucun problème. Maintenant, si vous voulez apprendre une langue, cette année, je prends cet exemple, puisque ça revient dans la résolution, vous avez les moyens de le faire, vous pouvez le faire.
Si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave, parce que peut-être qu'en effet vous n'avez pas les outils, que ce soit socialement parlant, économiquement parlant, c'est pas grave, mais essayez. Et ça, la discipline, c'est quelque chose qui s'apprend. Moi, je suis pas née dans une famille où on avait beaucoup de discipline. Je suis la première de ma famille à avoir fait des études, et même donc des grandes études. Ma discipline, je l'ai bâtie de A à Z. La passion, c'est ce qui vous fait commencer, et la discipline, c'est ce qui vous fait continuer. Si vous voulez apprendre le japonais, j'espère du coup dans les vidéos que je vais sortir en 2025, si vous voulez apprendre le japonais, il va falloir poser votre cul sur une chaise et apprendre ces putains de kana, ces putains de kanji, ces putains de règles de grammaire. Ce sera pas que regarder des animés, ce sera pas que regarder Terrace House avec les sous-titres en japonais, ce sera pas que du fun, mais je vous garantis que quand vous aurez atteint un petit palier, vous serez super fiers de vous. Bref, je divague. C'était tout pour mes objectifs 2025 et pour mon bilan 2024. N'hésitez pas, vous, en commentaire, à me dire ce que vous avez accompli en 2024, comment était 2024 pour vous, ce que vous attendez pour 2025, vos objectifs. Je serais ravie d'échanger avec vous sur ce sujet, de vous encourager et de venir vous mettre un petit commentaire le 31 décembre 2025 pour vous demander alors comment ça s'est passé. Sur ce, je vais terminer ma vidéo. Je vous fais de gros bisous. Abonnez-vous, laissez un like et on se dit à bientôt.